Moi, je vous ai invité à cause de votre âge. Quand bien même la Russie serait très moderne, on m'a dit que le métro de Saint-Pétersbourg ou de Moscou était par exemple plus moderne que celui de Paris. Ah, c'est sûr. Voilà. Ou je pense qu'une fille se fait moins emmerder la nuit dans certaines rues de Moscou qu'à Paris ou à Lyon où j'habite. Tout ça ne fait pas pour autant que la Russie va devenir la grande démocratie libérale. J'en finis là encore, mais ce que je vois, c'est que la France est un peu dans le déni par rapport à ça. Seule une révolte armée peut avoir un résultat et un changement. Malheureusement, je pense que beaucoup de gens ont intériorisé ça, que seule la violence pouvait bouger les choses. Je pense que ce serait le cas pour la Russie, par exemple. Et pour la France ? Aurélien Duchesne, vous avez écrit ce pavé, pour une fois c'est un vrai pavé, vous l'avez commencé à 21 ans. C'est ça, oui. D'abord, je n'avais pas l'idée d'en faire un livre, mais des posts de blog, et il y avait un fil rouge qui était l'idée premièrement de la Russie évidemment, mais surtout de ce que j'appelle une surprise stratégique, qui est l'idée d'un événement à la fois extrême, de la probabilité qu'il survienne, et extrême aussi dans ses conséquences, donc des conséquences stratégiques au niveau européen et au niveau international. Et d'ailleurs, l'idée d'une invasion de l'Ukraine, que j'attendais plutôt pour 2024 ou après, notamment du fait de l'élection présidentielle russe, faisait partie des scénarios de surprise stratégique qui étaient envisagés dans ce livre. Bon, vous avez 25 ans, vous avez fêté 25 ans. C'est ça. Voilà, moi je vous ai invité à cause de votre âge. Enfin, je ne mets pas en cause votre côté intellectuel, mais à cause de votre âge. Parce que les gens qui commentent ce qui se passe en Russie et en Ukraine, sont tous, je vais pas dire, je vais pas devenir ageiste, mais c'est les généraux qui sont plus au service et des politologues qui sont souvent des personnes dont les concepts ne marchent plus. Vous êtes d'accord que ça marche plus et quel est le vôtre ? Alors, j'ai pas envie de faire du hockey boomer à l'ancienne génération, mais par exemple, puisqu'on parlait de l'invasion de l'Ukraine, je me rends compte que par exemple d'autres jeunes avec qui nous travaillons dans le cadre du think tank Eurocreative, dont nous parlerons peut-être, on avait par exemple une autre vision de la menace russe, de la dérive de la Russie, et notamment de la manière dont nos voisins d'Europe centrale et orientale, d'ailleurs c'est intéressant, les anciennes générations disent pays de l'Est, parce qu'ils pensent encore vraiment à l'époque des magasins vides et des chars dans les rues de Prague. Nous, je dirais qu'il y avait un aspect générationnel dans notre vision de la Russie. On n'a connu que Poutine. Moi, j'avais 1 an quand il est arrivé au pouvoir et il y est toujours. Et surtout, peut-être que nous n'avons pas grandi dans le culte d'une certaine France, soi-disant puissance d'équilibre, qui va raisonner les Russes et les Chinois, mettre ensemble les Iraniens et les Israéliens, enfin, toutes ces choses qui me paraissent à la fois mégalomanes et totalement déconnectées. Je dirais que l'aspect générationnel, il est dans la manière dont on va voir ces menaces, et surtout, enfin, dans le fait qu'on a intériorisé non pas une nouvelle guerre froide, parce qu'on n'a pas connu l'ancienne guerre froide, on n'a pas connu, par exemple, je sais pas, la terreur de l'équilibre de la terreur nucléaire, par exemple, mais pour nous, des choses qui vont paraître peu naturelles à certains analystes qui étaient là pendant la guerre froide. Par exemple, la profondeur du rapprochement russo-chinois, qui est censé être un contresens culturel, civilisationnel. Nous, je dirais que ça nous paraît beaucoup plus rationnel, parce que premièrement, on sait que la Chine, c'est plus le PC de l'époque de Mao, c'est TikTok, c'est la deuxième superpuissance mondiale, et on sait aussi que la Russie, ça n'est pas celle d'Eltsine, que nous on n'a pas connue, on en reparlera peut-être, c'est, je dirais, une espèce de savant crossover, comme on dit dans l'univers Marvel, entre Staline et le pire des Romanov. Ouais. Le président français actuel, c'est un jeune ou c'est un vieux ? C'est un jeune à bien des égards, mais c'est un vieux dans sa manière de voir le monde. Premièrement, du fait de l'idée de puissance d'équilibre. Je pense que je vais beaucoup radoter d'ailleurs sur cette expression-là, peut-être au cours de notre échange, mais lui se met dans une vision que De Gaulle lui-même savait dépasser, parce qu'il savait très bien que la France n'avait pas les moyens de faire autre chose que du verbe dans des situations telles que l'idée qu'on pourrait raisonner le Kremlin. À l'époque, c'était évidemment l'URSS, maintenant ce serait raisonner des gens qui ont pris congé de la raison dans la Russie de Poutine. Et je dirais qu'il est vieux surtout
quoique ça change un peu par la force des choses, dans la manière dont il voit ce qui se passe aux confins orientaux du continent. Parce que quand il parle de la Pologne, quand il parle des pays baltes, en gros, on va la faire simple, c'est des emmerdeurs. Voilà. C'est des emmerdeurs qui ont peur de l'ours russe, qui sont dans un fantasme russophobe quand il disait que l'Ukraine se ferait envahir prochainement, ce qui était censé être de la propagande américaine. Je dirais que sa vision est datée, mais elle est datée surtout du fait de ceux qui nourrissent cette vision dans des think tanks français, dans les médias français. Mais je pense qu'il est moderne par contre premièrement dans ses valeurs et surtout dans son idée d'autonomie stratégique européenne. Le seul problème, c'est que je pense qu'il dessert parfois cette autonomie stratégique européenne quand il ne prend pas en compte les légitimes préoccupations de nos voisins, par exemple. Est-ce que on peut dire aujourd'hui, avec ce qu'il fait et la critique de ce qu'il fait, Macron, on craignait la russophobie, il y a une certaine sinophobie, et j'ai l'impression que la francophobie ou ne pas prendre la France au sérieux, est-ce que c'est quelque chose qui s'installe ? Alors, tout d'abord, au niveau de la sinophobie, j'étais assez surpris, comme vous, j'imagine, des déclarations qui ont été faites par le président sur Taïwan. On va mettre ça sur le compte de Jean-Pierre Raffarin, à mon avis. Il a dû se passer des choses dans l'avion, mais sur l'idée, par exemple, si je comprends bien, que la France ne compterait plus, par exemple, ou que la France ne... Non, il dit que la France, au contraire, ça va être troisième voie. Pour moi, Macron, aujourd'hui, joue effectivement comme De Gaulle, qui était le promoteur de l'Union soviétique, et Macron veut devenir, comme De Gaulle, promoteur de l'Union soviétique, promoteur de la Chine communiste. Oui, alors ça peut marcher quand on s'appelle Richard Nixon ou Henry Kissinger et qu'on est à la tête d'une superpuissance, et que la Chine est un junior partenaire qui est malléable à souhait. Ça marche pas quand, donc encore une fois, De Gaulle lui-même disait que la France n'avait pas les moyens du genre de prétention qu'il affectionnait quand il allait à Moscou pour vanter la France, troisième grand équilibre entre l'Est et l'Ouest. Le problème dans cette vision qu'a Emmanuel Macron, c'est que ça peut avoir son sens sur des dossiers précis, par exemple sur le nucléaire iranien, ou quand la France mettait carte sur table et faisait entendre une voix ferme, mais qui défendait les intérêts français et européens, là ça faisait sens. La vision de Macron peut faire sens aussi, par exemple, quand il s'agit de parler avec les puissances de ce qu'on appelle désormais le Sud global, comme l'Inde. L'Inde est heureuse, non pas d'entendre les mannes du général de Gaulle, mais d'entendre une voix qui est parfois pas toujours celle des États-Unis. En revanche, pour moi, au-delà du fait que cette posture d'une France qui va raisonner tout le monde, ça montre surtout l'étendue de nos faiblesses. On n'a pas les moyens de cette politique, pas plus qu'on y a intérêt. Le problème est que c'est antinomique de la vision qui est pour moi très bonne d'Emmanuel Macron sur l'autonomie stratégique européenne, et j'en finis là, on le voit dans la manière dont il fait ce déplacement en Chine. D'un côté, il dit qu'il va parler quelque part au nom de l'Europe, c'est très salutaire de sa part d'embarquer Ursula von der Leyen, même si les Chinois ne voient dans l'Union européenne pas autre chose qu'un grand marché, pour eux c'est pas une union politique. Mais quand ensuite il parle au nom de la seule France et de la geste gaullienne, il y a un moment où il faut choisir entre mettre un peu d'eau dans son vin français pour pouvoir parler au nom de toute l'Europe, ou en tout cas embarquer toute l'Europe. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas être la France pseudo-gaulo-mitterrandiste qui va agir seule et le leader européen. Quel est le régime en France aujourd'hui, d'après vous ? Je disais, alors, il y a une citation de Stendhal qui est un peu osée, mais que j'aime beaucoup. Il disait, après le décapsulage de Louis XVI, d'ailleurs un des ancêtres votés pour la mort du roi, que la France était une monarchie absolue tempérée par l'assassinat et que c'était le meilleur régime possible. Je ne vais pas aller jusque-là, mais je dirais que la France a ce côté à la fois césariste, où quoi qu'on en dise, il y aura toujours une majorité de Français qui se plaindra qu'il n'y ait pas le fameux chef, arbitre, au-dessus des partis, qui est censé être une réminiscence de Gaulle ou de Napoléon. Et de l'autre côté, on se plaindra toujours d'avoir un chef trop fort. Donc je dirais qu'on est là-dedans. On est un régime semi-présidentiel au plan institutionnel et un peu schizophrène au sens où on veut avoir à la fois l'homme au-dessus des partis. On n'est pas prêt pour un régime parlementaire malheureusement, avec des compromis, avec un chef qui s'efface et qui est plus un super chef de cabinet, comme le chancelier allemand ou le Premier ministre britannique. Donc voilà, on concilie à la fois le pouvoir de la rue et une sorte de bonapartisme, je dirais 2.0. Poutine autorise des opposants de système, c'est-à-dire que c'est des faux opposants.
C'est des opposants qui étaient là depuis 22 ans, comme Yavlinsky par exemple, qui aujourd'hui se présente comme un opposant, mais au fond, c'est un faux. C'est-à-dire qu'il va falloir, pendant les élections, proposer un contre-candidat, et tout le monde sait très bien que cette candidature ne va pas jouer l'opposition. En France, depuis que j'habite ici, c'est toujours les Le Pen. C'est une vraie opposition ou une fausse opposition? Je dirais comme chez Poutine. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut comparer la Russie et la France? Alors je dirais pas sur ce point, parce que par exemple, s'il fallait trouver un Jean-Marie Le Pen russe, ça aurait été évidemment Vladimir Jirinovski, sauf que lui, il était enfermé dans ce rôle bouffonnier, il n'avait pas de prétention à faire autre chose. Mais les Le Pen, c'est un peu comme ça aussi. Hein. C'est un peu les gens qu'on ne prend pas aussi au sérieux, on se fout de leur gueule, et on sait très bien qu'ils ne vont pas gagner. C'est aussi les bouffons. Je dirais que c'était vrai dans un premier temps. Alors, certes, si je dis, et je le pense, que Marine Le Pen ait des chances de gagner en 2027, on rétorquera facilement qu'on nous a fait le coup en 2017 et en 2022, et qu'à chaque fois ça s'est fini par le Front républicain, etc. Moi, premièrement, pour avoir par exemple co-animé un débat avec Éric Zemmour, j'ai aussi rencontré des gens qui sont par exemple députés autour de Marine Le Pen et qui sont dans l'idée de gouverner et qui estiment que Marine Le Pen veut gagner et gouverner. Et au-delà des sondages qui donnent désormais Le Pen gagnante, je prends par exemple la circonscription électorale dans laquelle vivent mes parents et où j'ai mon bureau de vote, c'est un député du FN qui était inconnu 2 semaines avant d'être élu. Les gens ont juste voté Rassemblement National parce qu'ils en avaient marre. Et il y a eu une petite gueule de bois dans cette circonscription majoritairement rurale sur le mode on a élu un député du FN quand même, c'est pas bien. Non, ils en sont accommodés en un mois parce que c'est un notable de province, leur député. Il est raisonnable, il est lisse sur la forme, et comparativement à ce qu'offre par exemple la NUPES et la France Insoumise en face, les gens se disent bah ils sont pas extrêmes, ils sont pas radicaux. Donc je dirais que c'était une opposition, le RN, qui était carnavalesque autant que Jean-Marie Le Pen et qui était l'assurance vie du système, il y a encore 5 ans. Mais à la différence, je pense, par exemple, de quelqu'un comme Prigogine, qui à mon avis ne s'y voit pas et restera toujours un factotum, une sorte d'opposition contrôlée, je pense que Marine Le Pen, maintenant, on est plus dans la vraie volonté de conquête et surtout d'exercice du pouvoir. Et ça, c'est une nouveauté. Est-ce que la France est dans une situation de pré-révolution, comme disait Marx, quand le haut ne veut plus gouverner comme avant et le bas ne peut plus, non, l'inverse, la base ne veut plus vivre comme avant et les élites ne peuvent plus régner comme avant, pré-révolutionnaire à la situation, ou alors c'est quasiment une révolution, mais sociale et sans armes, mais sociale. Actuellement. Je pense que on est déjà dans une révolution en plusieurs temps. Par exemple, on a dit que les Gilets jaunes, ça allait être une révolution. Évidemment, il n'y a pas de risque qu'ils leur renversent le pouvoir. Il n'empêche qu'ils ont débloqué plus de 13-15 milliards d'euros de la part du gouvernement qui a lâché la bride par la colère de la rue et par la violence. Donc ça, déjà, c'est un début de processus révolutionnaire. Ensuite, alors, pour moi, la bonne analyse de la Révolution française est celle d'Alexis de Tocqueville, une analyse déjà libérale, mais surtout qui disait que finalement, la Révolution était déjà en germe des décennies avant, et qu'il y a eu des continuités, des permanences qui n'ont pas changé avec la Révolution, voire qui ont mis plus d'un siècle à vraiment advenir. On le voit par exemple au niveau de la laïcité, c'était en germe pendant la Révolution, mais ça n'est pas arrivé en 1793. Avec la déchristianisation. Là, je pense qu'on y est, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas une révolution institutionnelle, un renversement du pouvoir, bon, une victoire de Marine Le Pen, ce serait une révolution dans l'esprit de la Ve République, mais par exemple, dans la pratique du pouvoir, on n'est plus dans la Ve République. Soit on va aller au parlementarisme, ce que j'espère par la force des choses, soit ça va vraiment devenir la confrontation entre le pouvoir et la rue, et dans tous les cas, on n'est plus dans le régime qui était celui de Debré, de Gaulle ou Mitterrand. Donc la révolution, quelque part, même si ce n'est pas le renversement de l'Élysée avec des fourches et des torches, c'est déjà un fait. D'accord. Est-ce qu'on vit la Troisième Guerre mondiale? Pour moi, c'est peut-être la quatrième, parce que la troisième, c'était la guerre froide. Pourquoi la presse occidentale, et surtout en France, ne reconnaît pas qu'on est en guerre mondiale? Alors à ce jeu-là, je dirais qu'on est dans la 5e guerre mondiale, car pour la première, c'était la guerre de 7 ans qui a un peu été
qui a vu la victoire du Royaume-Uni et après des Anglo-Saxons sur la France, qui aurait pu être la première superpuissance mondiale. Moi, je pense que cette 4e ou 5e guerre mondiale dans laquelle nous serions a commencé à minima en 2014. Je crois que vous partagez cette analyse du fait que c'est pas l'entrée des chars russes dans le Kharkiv qui a commencé cette guerre. C'est le moment où la Russie a fait un fait accompli en saisissant un territoire par la force. Quoi qu'on en dise, non, c'était pas un référendum, ça restait par la force. Et en 2014, il s'est passé autre chose qui valide l'idée qu'on est quelque part dans cette guerre mondiale, qu'elle soit à bas bruit ou qu'elle finisse, et je pense que le risque est élevé, par advenir pour de bon, une vraie guerre chaude, c'est que la Chine a changé de logique. 2013, Xi Jinping est officiellement investi président de la République populaire de Chine. 2014, on en finit en Chine avec la posture qui était celle de Hu Jintao, celle d'une puissance qui va monter crescendo par le commerce, le fameux commerce dont Montesquieu disait qu'il adoucissait soi-disant les mœurs. C'est pour ça que justement une guerre mondiale est advenue sur la base du commerce avec la guerre de 7 ans. On sait très bien que le commerce et l'interdépendance n'empêchent pas une guerre mondiale, sinon la première guerre mondiale ne serait jamais advenue, parce que l'Allemagne était notre premier partenaire commercial à l'époque. Pour en revenir à la Chine, donc, 2014, c'est la même année de l'annexion de la Crimée, le moment où la Chine se dit qu'elle obtiendra ce qu'elle veut par la force. Et je pense que c'est sous Xi Jinping que ça peut exploser. Et de la même manière, enfin, que l'annexion de la Crimée puis l'invasion de l'Ukraine étaient soi-disant des fantasmes de la propagande américaine ou des pays de l'Est, l'éventualité d'une invasion de Taïwan à horizon 2030 n'est pour moi absolument pas un fantasme. La seule chose qui pourrait repousser ça à 2035, par exemple, ce serait que les Chinois ne se sentent pas assez prêts au plan opérationnel. Mais pour moi, on y va tout droit, et le vrai risque, c'est que là, ça dégénère en vrai affrontement puissance contre puissance, voire bloc contre bloc. Et à ce jeu-là, c'est une réponse un peu longue, hein, mais par étapes, à ce jeu-là, je pense que la France, quand on fait notre nouvelle loi de programmation militaire, qui ne prend en réalité pas au sérieux l'idée qu'on serait, nous, embarqués dans un conflit de haute intensité, de l'Indo-Pacifique, voire en Europe, contre la Russie, par exemple, je pense que là, on est en train de faire la même erreur que quand on a attendu le massacre du Bataclan à quelques rues d'ici pour se réveiller sur le fait que l'histoire était tragique et que c'était le tragique qui était un moteur de l'histoire. Parce qu'en fait, ce qui se passe à Soudan, par exemple, l'or de Soudan, c'est avec ça que la Banque centrale de Moscou peut financer la guerre, où Lula, qui est au Brésil, demande la cession d'armement. C'est ça. Quand vous dites deux clans, c'est la démocratie contre l'autocratie. Quel est l'affrontement? Parce qu'en Ukraine ou en Russie, l'opposition parle du bien et du mal, mais pour moi, c'est trop littéraire. Au fond, c'est qui contre qui? Ce sont peu ou prou à peu près les mêmes blocs qu'à l'époque de la guerre froide. À la différence évidemment que par exemple ceux qui sont le plus en pointe en Europe dans cette idée de bloc, des démocraties libérales contre les nouveaux empires autoritaires qui veulent réviser l'ordre international par la force, ce sont des pays qui étaient auparavant sous la botte soviétique du pacte de Varsovie. Et je pense que d'ailleurs c'est le fait qu'eux aient compris ce que ça voulait dire vivre sous l'empire bolchevique qui les pousse à mieux comprendre que la France ou l'Allemagne, le Royaume-Uni a bien compris ça, qu'on était à nouveau dans une guerre froide à la fois idéologique. Nous, les démocraties libérales, on a un corpus idéologique qui est flou mais qui reste consistant. En face, évidemment, il n'y a pas d'idéologie poutiniste clairement définie. Il y en a peut-être une en Chine, mais c'est pareil du côté d'un Erdogan, sans dire qu'il appartient au même bloc, parce qu'il est évidemment dans l'OTAN. Il s'inscrit dans cette confrontation entre des idéologies autoritaires et les démocraties libérales, premièrement. Et enfin, le bloc des démocraties libérales, il n'est évidemment pas circonscrit à l'Occident. Des champions de la démocratie demain, ce seront le Japon qui réarme, la Corée du Sud qui va devenir l'arsenal de pays comme la Pologne pour contrer la Russie. Mais les champs de bataille seront aussi non plus le rideau de fer. Ça va être l'Iran. Pour moi, c'est la même bataille. On va me dire que je suis néoconservateur ou que sais-je. Mais c'est la même bataille pour les Iraniennes héroïques qui veulent à minima obtenir leur liberté, voire renverser le régime, ce que j'espère pour elles. C'est la même bataille que ce qui se joue en Ukraine et que ce qui se jouera demain à Taïwan.
nous, tous les Russes, on est vaccinés contre le communisme et contre la gauche. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense bien, si j'ose dire, qui est contre Poutine aujourd'hui, il se dit automatiquement de droite. Parce que toute gauche était tellement compromise qu'on ne peut plus sous aucune forme de la gauche. Et aussi, le nouveau slogan, si j'ose dire, dans la société russe, c'est de dire... autrefois, on disait tout sauf la guerre, et aujourd'hui, on dit tout sauf les années 90. Parce que les années 90, c'était les libéraux, effectivement, qui nous ont offert le capitalisme dans la forme qu'on a appris dans les livres de Marx, c'est-à-dire la pire, c'est-à-dire l'esclavage. Du coup, le Russe a du mal à concevoir le libéralisme, parce que voilà à quoi il a amené, à une espèce de... si autrefois tout le monde était égal dans la pauvreté, aujourd'hui le fossé entre les riches et les pauvres est extraordinaire. Et aujourd'hui, le grand pays qui est la Russie est réduit à 2 villes, Moscou et Pétersbourg, parce que le reste, c'est même pas le tiers-monde, c'est vraiment la pauvreté la plus primaire. Donc si on ne peut être ni de gauche ni libéraux, qu'est-ce que la Russie peut devenir ? Déjà, en tant qu'État, je me demande si la Russie va subsister. Ce n'est plus un État. Hein. Il n'y a plus d'État en Russie. De fait, c'est vrai qu'on est peut-être que l'analogie est un peu excessive, mais j'ai l'impression qu'on va en revenir au temps des troubles. Je dis souvent, par exemple, donc voilà, évidemment cette période du XVIIe siècle où il n'y avait plus d'État central, où il y avait des guerres intestines. Je dis souvent d'ailleurs que, par exemple, quelqu'un comme Prigojine, pour moi, ne veut pas être tsar, mais boyard. Au sens d'un grand noble, d'un condottieri. Mais ça peut devenir le héros du peuple, de population, parce que les Russes, c'est pas une nation, c'est une population. Oui, exactement. Déjà, justement, dans l'aspect multinational et multiethnique de la Russie, premièrement, je me demande combien de temps, par exemple, les habitants de ces républiques ethniques, notamment à l'est de l'Oural, vont goûter le fait qu'on en voit se faire massacrer ceux qui sont plutôt d'origine asiatique, turcique, altaïque ou autre. C'est eux qui se font massacrer avant les Russes, les Rousskis ethniques. De la même manière qu'on parlait donc de Prigojine, qui à mon avis a bien senti qu'on allait vers une dérive féodale, un éclatement, un morcellement du pouvoir en Russie. Lui, il veut se faire un État dans l'État, aussi bien à l'international quand il s'exporte en Afrique, peut-être demain au Soudan, qu'en Russie même, où justement il veut, comme vous le disiez, être le champion d'une espèce de nouveau nationalisme grand russe, populiste. En face, il y aura aussi des gens comme Kadyrov qui, eux, parlent évidemment à un public plus limité, ne serait-ce qu'au plan de son territoire. Mais je me demande si les Kadyrov ne sont pas les futurs de la Russie de demain. Pétersbourg et Moscou qui pourraient demain devenir des métropoles plus mondialisées, plus peut-être pas ouvertes sur le monde, mais en tout cas moins retranchées, obsidionales que le reste de la Russie. Et puis d'autres régions, d'autres parties de la Russie qui vont prendre leur indépendance même de facto. Peut-être pas une explosion de la Russie en tant qu'État, mais une décomposition interne. Et enfin, pour en revenir à l'idée, par exemple, de comment les Russes, évidemment je ne les connais pas autant que vous, mais voient le clivage droite-gauche, ont à la fois l'expérience du soviétisme et puis de la dérive des années 90. Moi, ce que je vois au niveau des jeunes, par exemple des Russes, je prends un exemple débile, mais jamais entendu autant parler russe depuis le début de l'année que dans une boîte à Barcelone. Bon, ce sont des types totalement occidentalisés, qui regardent les mêmes séries, qui écoutent les mêmes musiques, etc. Mais je suis sûr que si on avait parlé avec eux, ils m'auraient sorti que Zelensky nazi, l'Ukraine n'est pas un vrai État. Confirme. Voilà, donc on voit bien qu'ils sont à la fois, c'est pareil pour les Chinois, occidentalisés. Ils préfèrent évidemment l'iPhone je ne sais pas s'il pourrait y avoir comme alternative, mais ils n'ont pas du tout une mentalité d'occidentaux, et plus encore, ils n'ont pas une mentalité, une appétence pour la démocratie. Et c'est ça qui me fait très peur, c'est que quand bien même la Russie serait très moderne, on m'a dit que le métro de Saint-Pétersbourg ou de Moscou était par exemple plus moderne que celui de Paris. Ah, c'est sûr. Voilà. Où je pense une fille se fait moins emmerder la nuit dans certaines rues de Moscou qu'à Paris ou à Lyon où j'habite. Tout ça ne fait pas pour autant que la Russie va devenir la grande démocratie libérale. J'en finis là encore, mais ce que je vois, c'est que la France est un peu dans le déni par rapport à ça.
De la même manière que j'étais au collège il y a à peine 10 ans, dans nos manuels scolaires, on nous expliquait que la Russie c'était le Brésil ou l'Inde, une future grande démocratie mondialisée, ouverte sur le monde. Bon, évidemment que ce n'est pas le cas. Certains l'avaient mieux compris que les Français. Mais surtout, du fait de tout ça, je ne crois pas un seul instant aux déclarations comme quoi il ne faut pas humilier la Russie, comme quoi il faut la réinscrire dans une architecture de sécurité, elle discutée, parce que sa dérive va être totale, et elle n'est pas juste celle de ses dirigeants, elle est aussi celle de son peuple. Mais c'est ce qu'on fait avec la Chine aussi, maintenant. Absolument. C'est-à-dire que Macron, aujourd'hui, fait exactement, avec la Chine, exactement ce qu'il a fait avant avec la Russie. Et ce que Nixon n'a pas voulu. Ouais. On est d'accord. Tout à fait. Nixon avec son Kissinger. À ce propos, Kissinger, c'était un think tank. Est-ce que vous en avez un? Tout le monde à votre âge dans votre think tank? Non, alors on a eu des contributrices notamment qui sont plus jeunes et pour être honnête Encore sur les plus activités, jeunes. oui, alors les activités sont en train d'être relancées. Moi, je suis arrivé sur le tard en 2022. Ce think tank Eurocreative, dont les initiales rappellent aussi Europe centrale, a été cofondé par deux jeunes de moins de 30 ans qui avaient, je crois, 25 ans quand ils l'ont créé, Arthur Kenigsberg et Romain Lequignou. Et dans ce think tank, justement, on a l'aspect générationnel que j'évoquais. On a par exemple, je prends un exemple, on sera à Varsovie pour un événement avec des think tanks de pays d'Europe centrale et orientale vendredi, notamment Visegrad Insight. Il y a aussi beaucoup de jeunes dans ces think tanks, parce que ce sont des jeunes pour qui l'Europe c'est Erasmus, Interrail. Bon, Interrail c'est surtout pour aller boire des coups à Varsovie, mais ça reste quand même une continuité de la réunification européenne qui a suivi la chute du mur. Nous, le phénomène générationnel, il est qu'on est en train d'essayer de... On vit dans une Europe qui est en train de se réunifier, et nous, l'objet d'Eurocreative, c'est que dans une France qui néglige beaucoup trop l'Europe centrale et orientale, qu'on appelle encore une fois trop l'Europe de l'Est, une espèce de truc entre Moscou et Berlin, on ne sait pas trop ce que c'est, une espèce de région qui capterait des fonds européens, qui viendraient nous emmerder. Cette Europe rend bien à la France, qu'elle appelle des EHPAD, voilà. Non, mais la vieille Europe qui ne décide plus rien. Ouais, la vieille Europe, malheureusement, quand on entend un discours qui, à mon avis, est justifié, comme quoi le centre de gravité de l'Europe se déplace vers l'Est, je comprends aussi qu'il y a une rancœur de la part de ces pays d'Europe centrale et orientale contre la France et surtout contre l'Allemagne, du fait qu'on les a méprisés. Et justement, nous, l'objet du think tank Eurocreative, c'est qu'on veut à la fois en France, en rencontrant des députés, des acteurs de la société civile, des journalistes, des géopolitologues, c'est de faire mieux comprendre à la fois cette région en tant que telle, et aussi l'intérêt que la France aurait à mieux tisser des liens avec cette région. Et de l'autre côté, comme on le fera à Varsovie ce vendredi, on veut aussi faire mieux comprendre la France dans cette région, faire comprendre des concepts comme l'autonomie stratégique en intégrant la manière dont nos voisins le verraient. Parce qu'à notre avis, on peut vraiment avoir les mêmes objectifs. C'est pas du tout une confrontation entre la nouvelle Europe à l'Est et la vieille Europe qui serait la France ou l'Allemagne. Et c'est ça, voilà, c'est un think tank qui se bat au niveau des idées, mais c'est aussi un do tank, au sens où on n'est pas juste là pour faire des publications de 300 pages que personne ne va lire, y compris les think tankers. On est là aussi pour essayer de créer des liens entre les sociétés civiles françaises et de la région. Les think tanks précédentes ont fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, on peut le dire et le Ça dépend constater. lesquels, Mais Kissinger, par exemple, je trouve que... ça n'engage que moi, mais je pense que sa place est à La Haye, je pense. C'est possible alors. Quand il va mourir, peut-être que... Il faut se dépêcher alors, mais... oui, il a 100 ans déjà, c'est ça. Et il continue encore de proposer des solutions. D'ailleurs, il change d'avis tous les 3 mois, ce qui est assez extraordinaire. J'ai l'impression qu'un think tank, c'est la vieille version de ce qu'on appelle aujourd'hui, et qui est très très à la mode, c'est le chat GPT. Ouais. Est-ce que cette comparaison vous vexe? Ai-je raison? Tort? Et peut-on comparer ces deux choses? Alors malheureusement, vous avez raison, je pense, dans un sens où beaucoup de nos professions vont se faire bientôt... remplacer, c'est le grand remplacement, il est là, il est technologique, je veux dire, par ChatGPT.
Et sans vouloir être méchant, à mon avis, si je demande à ChatGPT dans sa dernière version, rédige-moi un rapport de la Fondation Héritage, donc le think tank américain qui répète la même chose depuis 30 ans, à savoir trouver des excuses pour le budget des armées américains, je pense qu'il peut rédiger un parfait rapport de think tank et mettre n'importe quelle signature à la fin. En revanche, et ça vaut aussi pour beaucoup de think tanks français, mais en revanche, je pense que les think tanks, premièrement, il y a l'aspect créatif que non seulement une IA, évidemment, n'est pas prête, je dis bien pas prête, ça arrivera, je pense, de notre vivant à imiter, mais l'aspect créatif, ce qu'on essaie de faire nous, par exemple, ça va aussi être pas simplement de faire proposer de nouvelles idées, etc., parce que les think tanks, ça ne doit pas être juste des machines à proposer des idées et à se faire payer pour. À ce moment-là, il y a des cabinets de conseil pour ça. Nous, ça va être aussi de trouver de nouveaux angles, de se mettre à l'écoute. Par exemple, ce que j'ai voulu faire en termes de documentation, si j'avais voulu faire du chat GPT quelque part, je me serais exclusivement nourri de ce que disent les think tanks français sur la Russie, et puis j'aurais écrit encore une fois, qu'il n'y aura pas d'invasion de l'Ukraine parce que c'est irrationnel. Nous, on essaye de changer un peu la focale, de se mettre, par exemple, ça une IA peut pas le faire, à la place, par exemple, de Polonais de mon âge, qui vont pas voir ce qui se passe en Ukraine de la même manière que un Français qui habite Châteauroux, Marseille ou Le Havre, qui est loin de tout ça. Et enfin, quand je parlais de l'aspect do tank, donc think tank, ça va être évidemment la bataille des idées, mais l'aspect do tank, ça va être vraiment si on rapproche par exemple des parlementaires français et des parlementaires polonais pour qu'ils apprennent à se parler et à se comprendre, c'est du relationnel, c'est tout ça, je dirais que c'est plus qu'un rôle de think tank. Et c'est ce qu'on essaie de dépasser. En ce qui concerne d'où, s'il y a quelque chose que l'Europe centrale ou la nouvelle Europe, je préfère ça, reproche à la vieille Europe, c'est la lenteur des décisions. L'extrême, c'est Poutine qui dit l'homme a décidé, l'homme fait. Donc du coup, il est seul à décider à faire. Mais c'est ça aussi que les Russes aiment chez lui. Et malheureusement, les autres, les Polonais ou dans les pays baltes, c'est ça aussi qu'on respecte chez un homme politique ou une femme politique, c'est qu'elle fait vite ce qu'elle a décidé. Vous êtes sûr que le do tank peut marcher dans cette vieille Europe ? Ça dépend évidemment avec les parlementaires, comme vous dites, et tout. Ça dépend évidemment des publics, parce qu'on ne va pas mettre, premièrement, tous les pays dans le même sac, ne serait-ce qu'en termes de mentalité ou de manière de la politique fonctionne. Mais là où on voit que ça marche, c'est que, je prends un exemple très très bête, mais les fameuses déclarations d'Emmanuel Macron ou de certains concepts français qui font peur à nos voisins. Alors, soit ils se moquent parfois des prétentions françaises qui se verraient en leader de l'Europe, d'une Europe autonome vis-à-vis des États-Unis, soit ils en ont peur parce qu'ils pensent que la France veut faire son marché avec la Russie ou la Chine par-dessus la tête de la Pologne, de la Roumanie, etc. La manière dont, par exemple, on va essayer de contribuer à ce que les regards changent, je pense que ça marche, par exemple. Donc évidemment, c'est pas en un an qu'on va réussir à changer la posture de la France par rapport à la région, ou à faire en sorte que les Polonais soient comme Saint-Paul et aient une révélation sur l'autonomie stratégique européenne, mais ça se fait par incrément. Et ça se fait en parlant aux bonnes personnes. On va évidemment pas faire, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais un entretien avec le Premier ministre polonais. Mais en revanche, quand on commence à toucher des parlementaires ou des chercheurs, ça va peser dans le débat public de ces pays-là, de la même manière qu'on veut peser dans le débat public français. Et évidemment, les décideurs politiques, ils suivent le débat public. Je vous donne un seul exemple. Une tribune qu'on avait faite dans le journal Le Monde, qui m'a d'ailleurs coûté mon poste chez un précédent employeur, mais bon, ça c'est une bonne guerre. Qui était-ce ? L'IRIS. Il y a des gens très très bien à l'IRIS, notamment Lucas Aubin qui était ici, je crois. Et puis bon, il y a des gens, je crois, qui ont un petit peu plus de mal, par exemple, avec le soutien à l'Ukraine. Ben bon, c'est comme ça. Cette tribune avait débouché sur un amendement de l'Assemblée nationale porté par un excellent député, qui est Benjamin Haddad, qui comprend vraiment tous ces enjeux-là, qui les a prévus d'ailleurs. Eh bien, cet amendement
a doublé le fonds spécial pour l'aide militaire à l'Ukraine en le portant de 100 à 200 millions d'euros, ce qui a permis aux Ukrainiens d'acheter de nouvelles armes, de nouveaux équipements. Ça, c'est un exemple d'action concrète, liée à ce qu'on fait en tant que think tank. J'ai une question que j'ai très envie de poser à quelqu'un qui est jeune, et donc qui est encore dans la capacité physique de changer les choses. Quand on reproche aux Russes de ne pas se révolter. On a vu que quand le peuple biélorusse s'est révolté, c'était quasiment tout le monde, mais ils l'ont fait avec des fleurs et des ballons et des petits cœurs qu'ils faisaient avec leurs mains. Ça n'a pas marché. La conclusion, c'est que seule une révolte armée peut avoir un résultat et un changement. Pourquoi on n'applique pas la même chose dans une société française, par exemple ? Pourquoi on dit qu'il faut faire des changements en parlant, en faisant des manifestations paisibles, sans violence ? Et s'il y a des violences, c'est des black blocs, c'est des méchants. C'est pas comme ça qu'il faut changer les choses. La révolution se fait avec les armes. Alors, Marx disait quelque part la violence est un peu une accoucheuse de l'histoire. Donc moi, étant dans une vision plutôt libérale, je vais peut-être pas me mettre là-dedans, mais je prenais l'exemple, par exemple, des gilets jaunes qui ont finalement obtenu par la démonstration assez violente. Il y a eu des choses inacceptables en termes de violence contre les policiers, qui étaient arrêtés par la Covid. Voilà, c'est tout à fait d'ailleurs, c'est fait par la force des choses. Sinon, non, c'était la Covid. Voilà, donc malheureusement, je pense que beaucoup de gens ont intériorisé ça, que seule la violence pouvait bouger les choses. Je pense que ce serait le cas pour la Russie, par exemple. Et pour la France ? Pour la France, déjà je ne le souhaite pas, premièrement. Et deuxièmement, par contre, ce que je pense qu'il peut advenir est que la peur que ça finisse en violence politique, et là ça peut vraiment arriver. Quand je dis la violence politique, elle peut venir aussi bien de jeunes, ça va être pas simplement dans les banlieues comme en 2005, mais ça va être par exemple dans la France dite périphérique, des petites villes moyennes, de la ruralité. Ça peut péter un câble. Ça, c'est quelque chose qui peut advenir à horizon de quelques années. Eh bien, je pense que la crainte de ça est ce qui peut nous amener à, par exemple, mettre en place, là je parle pour moi évidemment, mais des dispositifs de démocratie participative, etc., des soupapes de sécurité pour éviter qu'on ait le choix entre deux choses, à savoir, comme dirait le rappeur, je crois que c'est... j'oublie son nom, je crois que c'est... Non, c'est pas IAM, c'est Kerry James, qui dit que la seule chose qui sépare la rue du pouvoir, c'est les CRS. Bon, on risque d'y arriver. Donc, j'espère que c'est la peur de cette violence que je ne souhaite pas, qui peut faire en sorte qu'on mette en place des soupapes de sécurité avant que ça ne pète vraiment. Et je pense que la France en a bien besoin parce que ce qui pouvait marcher encore en mai 68, qui s'est fini avec la plus grosse manif de mai 68, c'est les supporters de Gaulle, et ça se finit par un triomphe gaulliste à l'Assemblée nationale, ça ne va pas se reproduire en 2027. Donc, il y a des manifestations en Israël, pour la première fois, je pense, de l'histoire en Israël, et il y a l'armée qui menace de ne plus être avec le gouvernement, ce qui est une chose incroyable. Est-ce que c'est possible que les forces armées ou les CRS français se mettent du côté du peuple ? Si on peut faire ce départage, parce que c'est aussi le peuple, les CRS. Mais est-ce que les forces armées peuvent changer de camp ? Alors les forces armées au plan militaire, je ne pense pas, parce que il y a par exemple une culture un petit peu, on avait vu, putschiste chez certains officiers à la retraite qui ont un peu la nostalgie du temps de l'OAS contre De Gaulle. D'ailleurs, ils avaient eu l'intelligence de sortir une tribune le 21 avril 2021 pour les 60 ans d'une tentative de putsch contre De Gaulle. Alors soit ils sont débiles et ils avaient compris la référence à la date, soit c'était fait exprès et dans ce cas, il faut les arrêter. Mais c'est epsilonesque, c'est pas du tout représentatif des armées. J'ai pu parler par exemple à quelqu'un comme le général Pierre de Villiers, qui était poussé par le jeu médiatique à être la candidature d'un général homme fort à la présidentielle de 2022. Ni lui, ni d'autres officiers à qui on a prêté des ambitions politiques ne sont là-dedans. En revanche, au bas de l'échelle, ce qui peut arriver, c'est qu'on ait non pas un retournement
de toute la police ou des CRS, comme on l'a vu le 10 août 1792. La prise des Tuileries, c'est parce qu'il n'y a que les gardes suisses, qui par définition ne sont pas spécialement liés au peuple français, qui tiennent bon, mais le reste des forces de l'ordre, de la maréchaussée, fait corps avec le peuple. Ça peut arriver à des niveaux locaux si des CRS n'ont pas envie, par exemple, on a vu des images avec des CRS qui ne voulaient pas, par exemple, réprimer des pompiers ou des gilets jaunes parce qu'ils se disent on est dans la même galère. Ça peut arriver au niveau local, ouais. Et ça peut être explosif. En Israël, les manifestations ont été dues à la réforme juridique. Mais au fond, c'est le problème démographique parce qu'il y a l'Israël laïque et l'Israël religieux, et les religieux sont beaucoup plus nombreux. Donc au fond, le vrai problème des révoltes, c'est ça. C'est pas, la réforme, c'est un prétexte. Le fait qu'il y ait des manifestations contre l'essence, contre la vitesse, et maintenant contre la réforme des retraites, c'est un prétexte. Quelle est la vraie raison, d'après vous ? Je pense que c'est il y a deux choses. Par exemple, quand il s'agit par exemple de la vitesse sur les routes, du prix de l'essence, etc., tout ça va toucher au quotidien, au mode de vie, et il y a un aspect qui est presque intrusif. Donc là, les gens vont se battre. Alors, il y a souvent une logique de survie, mais ils se battent aussi dans l'idée que soit ça va être pour eux, soit ça va être pour leurs enfants, ou alors leurs aînés, par exemple. C'était un des gros scandales de la présidentielle dernière, Orpea, avec les EHPAD. Je pense que ce genre de sujet, demain, ça peut être un nouveau type de déclencheur de révolte, comme pour l'essence, parce que les gens, dans leur impression de déclassement, qui peut être justifiée, se disent qu'il faut que ça pète pour se faire entendre. Ouais. En revanche, c'est plus comme la réforme des retraites. Alors moi, même si je trouve qu'elle était à divers degrés injuste et incomplète, j'étais globalement pour cette réforme, parce que même si je ne suis pas spécialement fan de l'idée de travailler plus, on ne peut pas se l'épargner. Là, je pense que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, que ça allait exploser, ça s'est fait avec, pas du calme du côté des parlementaires, ça a été assez lamentable, mais du côté des syndicats, des intersyndicales, des corps sociaux. On a vu qu'en France, ok, on gardera la culture de la grève, des manifestations, les autres vont trouver ça folklorique ou désespérant à l'étranger, peu importe, ça nous concerne nous. Mais on est encore capable de conduire une colère populaire massive avec des intermédiaires. S'il n'y avait pas entre les Gilets jaunes et les CRS, c'était les intermédiaires, il n'y avait pas de syndicat des Gilets jaunes ni de parti des Gilets jaunes. Il y a eu Francis Lalanne qui a pété un câble, mais bon, c'est une aventure personnelle. Bref, j'ai ouvert une grosse parenthèse, mais donc je pense pas qu'on aura une révolte violente, par exemple, sur des sujets comme la réforme des retraites, mais on peut avoir des révoltes, des cris du cœur sur des sujets qui touchent au quotidien des gens, au service public ou au pouvoir d'achat. Vous êtes conscient que les gens de votre génération vont vivre une vie beaucoup plus triste et pauvre que les gens de ma génération. Ça vous pose un problème, ça... Moi, je suis consciente de ça. Moi, je suis consciente que mes enfants, j'ai un fils qui a 18 ans et une fille qui a 32, je sais qu'ils ne vont pas vivre comme moi. Ça me révolte. Vous êtes conscient de ça ? Oui, alors j'ai envie de couper la poire en deux par des aspects positifs. Par exemple, je prends un exemple personnel qui est lié non pas au service public, mais par exemple aux nouvelles technologies qui vont continuer de faire des progrès, etc. C'est que par exemple, moi j'avais une maladie rare quand j'étais jeune. On aurait été 30 ans plus tôt, j'aurais passé ma vie soit en fauteuil roulant, soit dans un poumon d'acier, comme les images qu'on voit des gens qui avaient la polio, etc. dans le temps. Donc il y a des aspects évidemment positifs. Déjà au niveau mondial, s'il faut raisonner ainsi, on reste dans un monde avec des progrès énormes sur la mortalité infantile, l'espérance de vie, la condition des femmes, quoi qu'on en dise. En revanche, s'agissant de la France, c'est sûr que j'ai des amis qui, par exemple, ont une anxiété climatique. Personne n'a vu ce qui s'est passé l'été dernier et qui va recommencer à tous les étés en pire, avec une France qui va avoir un climat méditerranéen, mais pas en bien, sur l'ensemble du territoire. Des questions comme les retraites. Alors moi, je pense que c'est pas une régression que de faire cette réforme, mais il n'empêche que oui, il y a le sentiment que les générations d'avant, des 30 glorieuses, celles que j'appelais les boomers, ont profité et que nous, ça va être dur.
Et enfin, pour moi, le pire, c'est qu'on va à la fois vivre des événements qui vont être tragiques au sens vraiment littéral du terme, c'est-à-dire inévitables, comme les risques de conflits majeurs qu'on avait évoqués. Pour moi, c'est revenu dans l'horizon des possibles, voire du probable. Je pense que ma génération va connaître un conflit majeur. Et surtout, on va aussi connaître des choses qui, à l'instar de ChatGPT qui va créer des emplois mais aussi en détruire, ou du transhumanisme qui va devenir un enjeu explosif dans le débat public. On va aussi vivre des questions qui vont être extrêmement difficiles, non pas en termes de revenus, de modèle social, de qualité de vie, mais au sens où elles vont poser des choix de civilisation. Donc, de la même manière qu'il va falloir faire des choix très difficiles pour réussir la transition écologique, et on ne va pas la réussir dans l'anticipation, on va le faire dans l'urgence, si on le fait. On va aussi devoir faire des choix très difficiles au plan de la révolution technologique pour sauver notre modèle social et limiter la casse. Tout à l'heure, on parlait de médecine et des progrès. On a vécu quelque chose de très très important et j'ai l'impression, enfin je vais peut-être attirer des foudres sur ma tête, mais que la Covid, c'était le début de la guerre, en quelque sorte. Parce qu'il y a deux types de politique. Il y a une politique, la biopolitique. Par exemple, vous parlez des transhumanismes, c'est de la biopolitique. L'avortement, c'est de la biopolitique. Et ce que la Covid nous a montré, c'est il y a, je ne sais pas s'il est anthropologue ou philosophe camerounais qui s'appelle Mbembe, Achille Mbembe, qui a créé la biopolitique et la mort, comment on dit la mort, enfin la politique de la mort, parce que la Covid nous a montré qu'on peut faire la queue de priorité à qui a le droit de vivre et qui pas. Ce qui s'est passé dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on choisisse entre tel ou tel patient qui on va sauver et qui va partir à la morgue pendant qu'il est vivant. Poutine nous a montré aussi qu'il décide quel type de jeunes hommes vont aller au front maintenant, lesquels après, les tranches d'âge. Est-ce que seront mobilisés les gens de 18 ans 27 ans ou de 21 à 30, ou ça va aller jusqu'à 75, à qui on prolonge la vie, à qui on ne la prolonge pas. Bizarrement, cette politique de la mort, elle était soulignée par quelqu'un de Cameroun, c'est-à-dire que là où la vie et la mort, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Que pensez-vous des problèmes que la Covid a soulevés et qu'aujourd'hui, pendant la guerre, on continue de vivre avec Poutine qui nous montre, qui applique. Ou par exemple, la Covid qui nous a habitués au QR code. Et moi, je suis sûre que si Poutine veut faire quelque chose avec la Chine, c'est pas les armements, c'est la surveillance vidéo. C'est pour ça qu'il a fait appel à la Chine. Parce qu'avec la surveillance vidéo, il va tenir la société russe beaucoup plus qu'avec les CRS ou des miliciens armés. Alors sur ce dernier point, justement, j'évoque dans le premier chapitre du livre, qui est consacré aux relations russo-chinoises, l'idée que, au-delà, par exemple, de l'aspect de la surveillance généralisée, voire du crédit social à la chinoise, une espèce de croisement entre George Orwell, dont on a beaucoup parlé pendant la pandémie, et la série Black Mirror, il y a, à mon avis, la question de civilisation qui va se poser, qui va être que la Chine, par exemple, à la fois du fait de l'idéologie qui est au pouvoir, mais aussi d'une autre vision de l'homme, qui n'est pas une vision, je dirais, abrahamique, comme on l'a, par exemple, chez les chrétiens, les juifs, les musulmans. Eux vont être beaucoup plus ouverts, pas forcément dans le bon sens du terme, au transhumanisme, aux augmentations humaines, par exemple, pour augmenter les capacités physiques, mais aussi l'intelligence, connecter l'homme à la machine ou au numérique, alors que la Russie, dans l'hypocrisie qui est celle du traditionnalisme au pouvoir, je pense que
Ça leur dérange pas de faire de la biopolitique quand il s'agit d'être homophobe ou réac. Je pense que, en revanche, quand il s'agira de créer par exemple, des soldats augmentés ou d'avoir des fils d'oligarques qui vont se mettre des implants pour augmenter leur espérance de vie, etc., à commencer par les plus vieux des oligarques, là, ça leur posera pas de problème. S'agissant par contre de l'Occident, de la même manière que, vous l'avez dit, on a dû faire des choix, par exemple, dans les hôpitaux, et ça, on n'y était plus habitué, au même titre qu'on n'était plus habitué en Europe à voir ce qui se passe en Ukraine, avec une mortalité extrême sur le champ de bataille. On a aussi fait, pendant la pandémie, des choix générationnels, que je ne critique pas forcément parce que sinon il y aurait eu des centaines de milliers de morts, mais qui était de dire que pour sauver les publics les plus à risque, qui étaient dans leur immense majorité les générations les plus âgées, on a mis sous cloche tout le pays. Encore une fois, je pense que c'était comment on dise, la meilleure décision, même si par exemple autour de moi j'avais des étudiants déprimés, on a tous eu nos problèmes financiers, et demain c'est nous qui payerons l'addition parce que les 20 points de dette qu'on a pris, c'est pas pour l'industrie, c'est pas pour l'environnement, c'est pas pour l'innovation, c'était pour faire tourner le pays avec une récession massive. Eh bien, je pense qu'à long terme, le gros problème qu'on aura, c'est, quand vous parliez quelque part du rapport à la mort, c'est qu'est-ce qu'on met comme limite au niveau technologique. Si on peut rendre la vue à un aveugle demain, ou par exemple empêcher des maladies incurables, tant mieux. En revanche, quand il s'agira, pour le modèle social français, de se dire qu'est-ce qu'on fait avec des enfants qui ont les moyens d'avoir des augmentations intellectuelles ou des gens qui vont pouvoir doubler leur espérance de vie, tout ce qui paraît être de la science-fiction et qui est déjà en germe en réalité dans la Silicon Valley ou en Chine, là ça va être assez, j'emploie beaucoup le terme explosif, mais ça le sera aussi en termes de contrat social et même d'assurance maladie par exemple. Je me suis souvenu du terme, c'est nécropolitique. C'est la nécropolitique, oui, je vois. Nécropolitique, oui, parce qu'on vit dedans. Le culte de la mort en Russie, c'est quasiment ça. C'est-à-dire que ce que la patrie peut offrir à un homme russe aujourd'hui, c'est mourir pour elle. Et le monde accepte. Et quand aujourd'hui, tout le monde parle de Bakhmout du matin au soir, et ça fait déjà des mois et des mois, est-ce que c'est pas une façon de détourner la vraie question qui se pose, qu'est-ce que l'après va devenir? Connaissez-vous Douguine? Oui. On est d'accord que c'est loin d'être un con. Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, au lieu de parler avec lui, l'affronter, ce qui n'est pas facile, parce que, à ma connaissance, BHL l'a fait, et il ne l'a pas gagné, la bataille. Enfin, j'ai écouté, c'était en anglais, c'est peut-être pour ça, mais je ne peux pas dire que c'est BHL qui a gagné le débat. Douguine, aujourd'hui, a écrit un article où, clairement, il dit que l'époque de Poutine est finie et qu'il nous faut un autre président ou un autre chef de la Russie. Il fait allusion à Prigojine avec les critères de ce que cette personne représente. C'est-à-dire un plus patriote que patriote. À mon avis, Douguine pose le problème de l'après, qui est l'après l'Ukraine aussi. Il s'adresse à tous ces gens qui vont revenir du front, qui vont être armés, déprimés, et qui vont poser la question à nous tous, c'était quoi? Est-ce que, à votre avis, dans des think tanks des gens de votre génération ou des plus âgés, plus mûrs, on se pose cette question ou on va continuer de parler de Bakhmout? Alors, je pense que vous avez tout à fait raison déjà sur le sérieux de Douguine. Ok, il est délirant, il a une barbe de... C'est Starover, je crois, les vieux croyants russes, etc. Non, mais c'est n'importe quel croyant donc, qui porte une barbe, mais les Starover, c'est ça. D'ailleurs, les Starover, j'ai la famille Starover, c'est un projet qui n'a jamais été cassé par aucun régime. Et pour moi... Je n'exclus pas que la nouvelle Russie va se baser sur les Starover parce que c'est un projet qui dure depuis des siècles. C'est même plus costaud que le communisme en Russie. Et or, un vrai projet, c'est pas pour 20 ans ni 30 ans, c'est pour 1000 ans. Le christianisme, c'est un projet de futur. Pardon, je vous ai coupé. Non, je vous en prie. Non seulement pour moi, Douguine est malheureusement, encore une fois,
il peut être fou, délirant, mais n'empêche qu'il est sérieux, et il faut le prendre au sérieux. La preuve, quand il écrivait, je vais arrêter de faire de l'autopromo, mais j'en parle aussi dans le livre, quand il disait des choses prophétiques sur ce qu'ils allaient faire en Géorgie et ensuite en Ukraine, mais on pouvait se moquer quand en France, d'ailleurs il parle très bien français, je crois. Il parle 15 langues, et il les parle à perfection. C'est vrai, ça m'étonne pas. Donc non seulement il disait qu'il fallait massacrer les Ukrainiens, etc. Il a pu voir avec sa propre fille ce que ça veut dire aussi des meurtres de civils, mais ce qu'on a Elle est devenue martyre, elle est devenue sainte. Voilà. Tout à fait, le genre de sainte de la Russie de l'après dont vous parliez. Donc, en tête sur Douline, on voit aussi que, et ça s'inscrit dans la Russie de l'après, on pouvait là encore se moquer de lui quand, il y a quelques années encore, il échangeait avec des gens encore obscurs, comme le fameux Kémy Séba. On pouvait se dire, ce sont des espèces de mystiques sectaires qui ne parlent qu'à une espèce de communauté de dingues sur YouTube. Il n'empêche que ce sont des gens comme Kémy Séba maintenant qui touchent des millions et des millions de jeunes Africains francophones au point que ça participe du sentiment anti-français qui est en train de nuire aux intérêts français sur le continent, premièrement. Et Seichan Douline, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ces élucubrations, c'est non seulement ce que beaucoup de Russes voudraient entendre, et c'est ce qui risque d'arriver. En revanche, nous, pour répondre à la question sur les think tanks, je pense que non seulement la majorité des think tanks ne prend pas ça au sérieux de la même manière qu'ils ne prennent pas quelqu'un comme Douline au sérieux, mais surtout, effectivement, ils vont se concentrer sur l'immédiat. C'est normal de parler sur les chaînes d'information de Barmout, mais ils ne vont pas penser, par exemple, effectivement, à la question du retour en Russie de tous ceux qui auront combattu là-bas. Et en Ukraine. Voilà, en Ukraine aussi. C'est vrai qu'on va avoir un pays, par exemple l'Ukraine, qui ne sera pas forcément dans une logique de revanche s'il gagne, mais qui devra contenir un nationalisme exacerbé à juste titre, alors que qu'est-ce qui va se passer demain? Ce seront les États-Unis qui appelleront l'Ukraine à rentrer dans le rang, ce sera l'Union européenne qui devra composer avec une Ukraine nationaliste qui veut s'affirmer, de la même manière que la Russie, et j'en finis là, je pense que ce qui va se passer avec le retour de tous ces vétérans du front, de leur famille, ce sera la même chose que ce que Hitler a fait par exemple avec les corps francs, les anciens combattants. C'est une minorité active qui est capable de faire basculer l'histoire et pas forcément en bien. Et pour revenir à Douguin, faut-il parler avec lui? Faut-il faire un débat et une espèce de... comment on appelle ça dans le rap? Rap contender, battle rap. Et qui peut lui tenir tête? Vous qui connaissez ce qu'il écrit et ce qu'il dit, qui pourrait l'affronter? Alors c'est vrai qu'il couvre un certain nombre de sujets. Moi j'ai envie de dire que par exemple sur les sujets qu'il traite en commun avec Kémy Séba, c'est-à-dire l'anti-occidentalisme, contre la France notamment, ça va être par exemple une jeune chercheuse comme Lova Rinal, qui elle est très axée sur les enjeux d'influence, de bataille des récits. Mais je pense aussi que il faut le casser dans le débat public français, mais aussi russe, parce que comme on en dit, il y a des débats publics parallèles en Russie, et il faut le casser sur le vrai de sa vision, parce que je ne suis pas sûr que tous les Russes qui le suivent aient vraiment lu l'entièreté de ce qu'il écrit, par exemple dans les fondamentaux de géopolitique, où il rêve d'un empire vraiment fasciste. C'est ça le problème avec Douguin. Moi, je l'ai connu, je l'ai bien connu. Et franchement, c'est, je sais pas le terme, séducteur, c'est pas le bon terme intellectuellement, parce que c'est quelqu'un qui happe. Parce que c'est un vrai intellectuel, c'est un encyclopédiste, et en plus, sa façon de présenter les choses, je pense qu'il propose, c'est pas le fascisme, en fait, il propose une espèce de communisme païen. Parce que c'est le monde païen qu'il crée. Donc, quelque part, c'est le monde de Tarkovsky, si on parle du cinéma. Et c'est un monde qui est adoré, y compris ici. Tarkovsky, on adore. Andrei Rublev, on adore. Donc, c'est un mélange du bolchevisme sans propriété privée et des espèces des rites païens très sexuels, somme toute. C'est quelqu'un, je voudrais bien essayer de voir qui peut, calmement, le remettre en place ou lui tenir tête. Et c'est pas évident, c'est pas évident du tout.
C'est vrai que je crois qu'il appelle ça la quatrième grande idée après justement le fascisme, le libéralisme et le communisme. Lui, ce serait la tradition avec un grand T. Bon, il a totalement pompé l'idéologue français René Guénon qui. René Guénon, oui, ouais. qui est ici considéré comme ésotérique d'ailleurs. Sauf que alors après, c'est. Ouais. Sa passion pour le monde musulman aussi, ça vient de là. Parce que le prof de Dugin, un certain Glavan, enfin, son mentor, lui, il s'est converti comme René Guénon alors en islam. Je ne sais pas forcément qui devrait contrer quelqu'un comme Dugin. En revanche, vous évoquiez le monde musulman, et bien dans les publics qu'il faudrait avoir dans des débats contre quelqu'un comme Dugin, ce serait aussi justement tous ceux qui en France sont perméables à ces idées de tradition, de retour en arrière réactionnaire, déshumanisant. On va balayer les acquis de la Révolution et des Lumières et de l'humanisme pour une espèce de délire pseudo-religieux aux marges du fascisme. Ben, là-dedans, vous avez beaucoup de gens de ma génération, pas simplement par exemple chez des musulmans, mais beaucoup de jeunes qui tout simplement, on le voit par exemple dans leur rapport à la science ou aux croyances diverses, vont être perméables à ce genre d'idées parce qu'ils cherchent des repères. Ils cherchent une idéologie de substitution parce que je crois que vous êtes par exemple très investi dans la réflexion sur les rapports entre évidemment art et pouvoir. On a un défaut d'incarnation, de souffle. Des gens comme Dugin malheureusement ou ces turiféraires comme Kémy Séba peuvent répondre pour beaucoup de gens en quête de sens à cette demande. À propos de art et pouvoir, c'est vrai que chez les Russes, un artiste porte un poids social, beaucoup plus qu'un homme politique, parce qu'on est globalement désenchanté du politique, on est apolitique. Le peuple russe est globalement apolitique, comme Thomas Mann qui l'a décrit cet apolitisme dans une œuvre assez contestable qu'il a regretté après. Et donc ce rôle de prophète est joué par les écrivains, les peintres. Comment vous trouvez ce désintérêt qu'on voit quand même en France de la politique? Comment vous l'expliquez et qu'est-ce qui peut venir le remplacer ou le réveiller? Et deuxième question, on voit quand même dans le monde entier une espèce de truc qui est visible. Tellement les hommes politiques se sont compromis, tellement ils sont gris et fades et insignifiants, qu'on fait appel à des farfelus, parfois bons, parfois moins bons, comme Boris Johnson, comme Trump, comme Prigojine chez nous, comme le prince de l'Arabie Saoudite. C'est pas celui qui a donné l'ordre de démembrer quelqu'un et auquel on serre la main. C'est-à-dire que petit à petit, on va jusqu'à mettre en avant des gens qui sont des anciens ou des futurs tolards. On est quand même dans la situation où on peut devenir entre les mains de Trump qui va diriger les États-Unis depuis la prison, parce que la Constitution l'autorise, et Poutine qui est condamné par la haie. C'est quand même quelque chose d'assez inédit. Alors, pourquoi ce retour des farfelus au déprimant des hommes politiques classiques, et bien comme il faut? Alors, pour commencer sur la deuxième question, justement, on avait beaucoup parlé, par exemple, avant la présidentielle de 2022, de l'hypothèse dite du candidat baron noir. Sans spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série, il y a un moment dans cette série où, du fait du dégoût inspiré par le personnel poétique, qui, bon, parfois d'ailleurs est en dehors, en deçà de la réalité française, je trouve, en termes de manigance, il y a un candidat farfelu qui est une sorte de croisement entre Coluche et Cyril Hanouna ou des youtubeurs qui émergent et qui captent un succès populaire. Il y a de ça chez des gens comme Trump, le côté fantasque qu'on a beaucoup moqué au point de ne pas croire qu'il serait élu, ou même chez un Boris Johnson. Bon, je ne suis pas spécialement fan de son rapport particulier au mariage ou de faire des rave parties en pleine pandémie pendant que, pour reprendre son expression, il faut empiler les corps. En revanche, je pense que au-delà du côté, premièrement, clownesque de personnages, et aussi, évidemment, de ce qui a été dit et redit, que leur attrait vient du ras-le-bol envers le personnel politique traditionnel, je pense, et là ça rejoint la première question, que ce que cherchent les gens, c'est pas simplement
quand je dis les gens, c'est surtout le cas en France, mais ailleurs aussi, c'est pas simplement des attentes, enfin des réponses à leurs attentes du quotidien, du concret sur les services publics, le pouvoir d'achat, c'est aussi le souffle, l'incarnation que, par exemple, on va retrouver dans les régimes autoritaires. Erdogan, ok, on a une inflation délirante, on a des problèmes en termes de niveau de vie, mais sa force, ça va être de porter un récit où on se projette, une réécriture de l'histoire et un avenir pour la Turquie. C'est la même chose pour la Russie, c'est la même chose pour la Chine. Ce qu'il manque à la France, et j'en arrête là, c'est, à mon avis, de transmettre un récit positif, fédérateur, qui valorise ce qui peut nous rassembler dans notre histoire, par exemple, et qui nous projette dans l'avenir, parce qu'il nous manque un cap. Il y aura une allocution du président ce soir à 20h, au moment où on parle. Un cap, ça ne peut pas juste être de dire qu'on va rétablir l'équilibre du système de retraite, c'est de se projeter à long terme, avec une vision pour la France, l'écologie, la démocratie, etc. Oui, et donc pourquoi cette espèce de passion vers les gens qui sont en dehors des outsiders, en fait? Parce que... D'ailleurs, est-ce que c'est possible qu'un jour la France soit dirigée par un écrivain ou un... Je pense que... Le journaliste a échoué, en tout cas. Ça arrive. C'est très mal ce dont vous parlez. Par contre, lui, ce qu'il portait dans cette campagne, c'était, parmi tout ce qu'il portait, il y avait aussi l'idée d'avoir une incarnation et un souffle. Et je pense que c'est ça ce qui a aussi fait que beaucoup de gens se sont intéressés à lui. Parce qu'il parle de manière littéraire. Il n'y a pas juste sa haine de l'immigration, etc., qui a trouvé Moi, je l'audience. pense que la vraie raison, c'est ça. C'est parce que c'est un journaliste intellectuel. Ouais, parce que voilà, c'est comme un Jean-Luc Mélenchon qui parle à beaucoup de gens de ma génération. C'est qu'il porte un récit. Moi, je pense que quelqu'un, pas un fantasque, je pense pas que les gens vont lire quelqu'un comme Donald Trump qui disait qu'il fallait attraper les femmes par... Voilà. Ni un Berlusconi, enfin je l'espère pour la France, mais je pense qu'on peut avoir quelqu'un d'outsider complet, qui soit pas un poéticien, qui soit un chef d'entreprise, qui soit un ancien militaire ou autre, du moment où il porte un vrai récit. Et le récit, ça peut pas juste être de dire tous pourris, c'est d'avoir quelque chose qui change d'un discours sur le pouvoir d'achat, les retraites ou l'éducation. Vous savez, il y a une histoire drôle en Russie, quand un monsieur est sur un brancard et il demande au brancardier où vous m'amenez. Il dit à la morgue. Il dit mais peut-être qu'on peut faire quelque chose. Et le brancardier lui dit le docteur a dit à la morgue, donc à la morgue. Est-ce que la politique en France, c'est un monsieur qui est sur un brancard et on l'emmène à la morgue et on peut plus le sauver, ou on peut le sauver? Il y a un peu de ça à deux niveaux. D'abord, franchement, moi, ce qui m'avait marqué les premières fois où je m'intéressais à la politique, c'était les débats Sarkozy-Hollande, et j'avais l'impression que ils parlaient tous uniquement de la manière dont ils allaient accompagner le pays dans son déclin. Parce qu'il y avait toujours les phrases grandiloquentes sur ma France à moi, elle sera celle de De Gaulle. Il remonte pas plus loin d'ailleurs que 1945, peut-être parce que c'est le moule de Sciences Po. Mais il n'y avait pas l'idée qu'il y aurait un vrai rebond, comme on l'a fait avec le Conseil national de la résistance, où on repart de très très bas pour se projeter ailleurs. Donc ça, c'est le premier aspect qui fait un peu morgue, c'est qu'il y a un constat clinique sur le déclin français, et il n'y a pas vraiment d'optimiste sur la manière dont on va pouvoir aller au-delà des réformes nécessaires au redressement du pays, comment on va réinventer notre modèle social, par exemple. Et le deuxième aspect qui fait un peu morgue, c'est que, je parlais de l'élection du souffle, de l'incarnation, c'est que la politique ne dégage absolument rien. Et bien de la même manière, en tout cas de ce côté-là, et bien de la même manière que même quelqu'un qui est en phase terminale, on va pas lui dire je t'emmène à la morgue, on va lui faire au minimum miroiter, essayer de lui faire comprendre ce qui pourrait l'aider à s'en sortir. C'est ce que la politique doit faire, c'est montrer quand même des issues au bout du tunnel. Ouais. Et vous les voyez? Pour moi, je vais prendre un seul exemple qui peut paraître un peu éloigné des préoccupations du quotidien. C'est ce qui nous permet justement de nous extraire du quotidien. J'ai signé il y a quelques jours une tribune avec un étudiant franco-américain, Timothy Parvez, qui a son regard justement de ce qui manque dans non seulement la vie politique, mais même la culture populaire française, c'est-à-dire justement de grands récits qui empruntent à l'histoire et qui se projettent dans l'avenir. Eh bien, vous regardez aujourd'hui en France, dans le paysage culturel, vous allez avoir d'un côté une culture qui va être celle de l'élite,
Ce n'est pas une critique, mais les gens ne lisent plus forcément des grands classiques. Les gens ne vont pas se mettre à lire le soir des pavés de 600 pages sur l'histoire des cathédrales. En revanche, ce qui peut marcher, ce qui peut transmettre au grand public, à commencer par les plus jeunes, l'histoire de France, la culture traditionnelle française, quelque chose qui nous permet de sortir du quotidien et de redonner du sens, ça va être pour moi de faire de grandes superproductions sur l'histoire de France, sur des grands classiques français, comme les Trois Mousquetaires qui magnifient un peu notre histoire. Pourquoi ? Il ne s'agit pas de prôner un retour au passé, c'est plutôt un recours au passé. Un recours pour se projeter dans l'avenir et surtout pour, pas forcément, encore une fois, résoudre les problèmes les plus criants du pays, mais ça peut contribuer à résoudre nos fractures identitaires. On remet du positif et on remet des choses qui nous rassemblent. Et l'histoire, c'est ce qui peut nous rassembler. On reproche à la Russie son esprit colonial et non, pas l'esprit colonial, parce que c'est pas vraiment c'est pas vraiment la colonisation que la Russie a, c'est plutôt une autocolonisation. C'est pas faux. Mais l'esprit impérialiste. Est-ce que c'est pas la vraie raison de cette espèce de lien, parce que malgré la guerre en Ukraine et malgré le fait que tout le monde parle de la russophobie, je trouve que les Français sont au contraire russophiles. Et Macron, qui voulait jusqu'au dernier moment parler avec Poutine, c'est parce que lui aussi est impérialiste et que la France n'a pas fait le deuil de ça, comme nous on n'a pas fait le deuil de ça, mais aujourd'hui on accepte l'idée que la Russie doit se déconstruire, se décomposer. Est-ce qu'on devrait souhaiter la même chose à la France ? Alors j'ai envie de dire que nous, on n'a pas fait le deuil d'un côté d'une certaine forme d'impérialisme, par exemple, même si je pense qu'il faut espérer que on puisse réinventer par exemple, notre influence dans ce qui était notre ancien précaré, en Afrique, etc. Il faut couper les liens qui sont les résidus de la France-Afrique, d'anciens complexes de supériorité qu'on a encore vis-à-vis de nos anciennes colonies. On doit comprendre que le monde a vraiment changé, parce que si on ne le comprend pas, on perdra définitivement, par exemple, le monde francophone, au même titre que les Russes sont en train de perdre sans retour l'Ukraine et l'Asie centrale. En revanche, je pense que là où la France, nous, on a fait un peu le deuil de l'Empire en deux temps. D'abord, l'humiliation à Suez. Les Français et les Britanniques se sont fait humilier par Nasser et les Égyptiens dans l'affaire du canal de Suez, en 1956, je crois. On a aussi eu notre deuil impérial quand on a perdu l'Algérie, ce qui était pour moi une bonne chose, malgré le déchirement que ça a pu être avec une quasi-guerre civile sur le territoire de la métropole. Évidemment, la guerre civile, elle existait vraiment de l'autre côté de la Méditerranée. Les Russes n'ont pas encore eu leur guerre d'Algérie à eux. Donc il faut souhaiter qu'une défaite en Ukraine, ce soit un petit peu le chant du cygne de l'impérialisme territorial russe. En revanche, vous avez tout à fait raison, je pense qu'une partie de l'attrait que la France a pour la Russie, au-delà d'un sincère attrait culturel pour ce que la culture russe peut avoir de grand, notamment le musée de l'Ermitage, les grands auteurs qui nous évoquent nos propres grandeurs à nous. Il y a vraiment, je pense, l'idée que la Russie serait comme la France, un ancien empire qui n'a pas dit son dernier mot et qui veut encore exister, comme nous on veut exister en tant que puissance d'équilibre ou avatar perdu du général de Gaulle. C'est drôle que général de Gaulle, tel le spectre du père, ressort à chaque fois et fait peur plus qu'autre chose. Le monde occidental est assez schizophrène aujourd'hui parce qu'on a fait la gloire, on a créé un héros de tous les temps qui est Zelensky, qui à mon avis va mal terminer parce qu'une fois la guerre terminée, je ne voudrais pas être à sa place, je pense qu'il va en prendre terriblement. Et donc un jeune acteur, même pas un réalisateur, qui devient le centre du monde, et la perspective de réélire un Biden. Ça vous désespère pas ? Alors, tiens, d'ailleurs, Zelensky est parfaitement archétypal de ce qu'on évoquait avant, à savoir des outsiders complets qui ont été élus à la tête d'un pays. Oui, c'est sûr que pour moi, Zelensky, comme vous le dites, ça risque de mal se finir pour moi à deux niveaux. Le premier, c'est qu'on a vu qu'en Ukraine, il y avait eu le président, je crois que c'était l'opposant de Yanukovych pendant la Révolution Orange. Poroshenko. Non, pas Poroshenko, c'était Viktor Yushchenko. Ouais.
quand il avait été élu à la tête de l'Ukraine après la révolution orange, c'était une sorte, pas de héros national comme l'est Zelensky, mais il était sur un certain pédestal. Bon, il a fini son mandat moins populaire que François Hollande chez nous, il s'est fait sortir de l'histoire. Donc je pense que Zelensky lui-même sait que ça peut lui arriver, il peut être demain éclipsé par une autre figure comme celle de Valéry Zaloujny. Et le pire qui lui arrivera probablement, enfin j'espère pour lui et pour l'Ukraine qu'il saura faire avec, c'est que quand il faudra passer à l'après-guerre, on peut espérer pour lui qu'il puisse réussir là où Churchill n'avait pas réussi en 1945. Churchill avait perdu les élections parce qu'il n'avait pas compris que les Britanniques voulaient passer à autre chose. Et ils voulaient passer à ce qui a été le modèle social proposé par le travailliste Clément Attlee. Il faut que Zelensky puisse faire la transition après-guerre. En revanche, il sera très dur. C'est que vous évoquiez Biden, par exemple. Biden a quelque part remis à sa place plusieurs fois Zelensky. Et demain, ce seront les Américains, les Européens qui vont essayer de le faire quelque part rentrer dans le rang sur le mode « bon, t'as réussi grâce à nous, la guerre est terminée, j'espère qu'elle se terminera de bons auspices pour l'Ukraine, mais voilà, c'est pas l'Ukraine qui va diriger l'Europe, c'est pas toi le chef du monde libre. » En revanche, Biden, bon, moi j'aimerais qu'il y ait quelqu'un d'autre à la tête des États-Unis, Pete Buttigieg par exemple, qui est quelqu'un de jeune et de très prometteur. Je ne suis pas spécialement fan d'une Kamala Harris, mais il y a des ressources au Parti démocrate. Mais par contre, si c'est un nouveau match Trump versus Biden, là j'ai envie de dire pas que sexy, hein. non, ça donne pas envie, et c'est ce qui fait que peut-être que les gens vont réélire Trump. Ouais. Non, parce qu'on se fout de la gueule de Poutine, et qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'il est trop vieux, qu'il est mourant et tout, et quand en face il y a... les gens de votre génération, enfin, et plus vieux, adorent les jeux vidéo. Il y a de plus en plus de voix qui se lèvent pour la fin de la guerre rapide. J'ai l'impression que les gens se prennent pour des gamers. Ils pensent qu'on peut sortir d'une guerre comme on sort d'un jeu vidéo. Et ils ne comprennent pas que ça ne se passe pas comme ça. C'est comme on ne peut pas... tout à l'heure, on parlait des comas et des morgues. Si tu es dans un coma, tu ne peux pas sortir du coma parce que tu l'as décidé. Pour moi, le monde est plongé dans une espèce de coma et on peut plus arrêter cette guerre simplement parce que quelqu'un l'a décidé, même si ce quelqu'un est collectif. Qu'en pensez-vous ? Alors déjà, mea culpa pour ma part, parce que bon, j'avais écrit là-dedans, puis dans des posts de blog disant qu'il y aurait une invasion totale de l'Ukraine. Je pensais que la guerre régulière se finirait en environ 3 semaines, du fait de la supériorité écrasante de l'armée russe, et que ça finirait ensuite en guérilla à l'afghane contre les forces russes. Bon, heureusement, ça ne s'est pas passé ainsi. En revanche, oui, il y a cet aspect un peu de gamer, on le retrouve aussi bien dans l'idée qu'on va terminer rapidement la guerre. On le retrouve aussi bien en France, chez ceux qui sont sur le mode « Ah, il faudrait négocier », comme si ça n'allait pas du tout pousser Poutine à recommencer, et puis les Chinois à recommencer demain aussi, parce qu'ils se diront que la voie est libre et que la force paye. Et on la retrouve aussi à l'autre extrême, chez ceux, par exemple, qui prennent les livraisons d'armes pour une espèce de concours de beauté de celui qui en livrera le plus, et comme si... on pourrait envoyer tous les Abrams de l'armée américaine, ça permettra à l'Ukraine d'écraser la Russie en 3 jours. Non, ça ne passera pas comme ça. La contre-offensive à venir, dont on espère qu'elle sera au minimum aussi victorieuse que celle de septembre à Kharkiv, ça ne va pas réaliser la guerre en 3 semaines. Ça va encore s'éterniser. Et enfin, pour finir l'analogie sur l'aspect jeu vidéo, je pense qu'on oublie certaines réalités sur le fait qu'une guerre... Bon, déjà, on le voit avec les crimes de guerre faits par les Russes en Ukraine. C'est aussi que, quand bien même cette guerre se terminerait d'ici 1 an à 2 ans, ce qui ne semble pas du tout acquis, l'après, on parlait du revanchisme, on parlait du retour des anciens combattants. L'après, ça va être, n'en déplaise à ceux qui pensent à une réconciliation rapide, ça va être des générations de haine et de rancœur, et là, ça va être explosif. Je pense aussi, malheureusement. Dernière chose, tout à l'heure vous parlez des gens, de vos amis qui ont terriblement peur de climat, de ce qui les attend et qui apparemment sont plus que déprimés par ça. Le 19e siècle était un siècle de progrès.
On a inventé beaucoup de choses, des avions, le téléphone, le cinéma. Le XXe siècle, c'était le siècle de la guerre. On avait la guerre contre tout. On avait 3 guerres mondiales, enfin, la froide, la première, la deuxième, qui était la prolongation de la première. Et puis les communistes, les bolcheviks ont inventé la guerre pour la paix, le fameux slogan. Qui d'ailleurs est un slogan allemand, parce que c'était Münzenberg qui a inventé ça. Le vrai propagandiste de la Russie, c'était lui. Et après, c'était la guerre des féministes, la guerre de, que sais-je, LGBT, enfin, on est tout le temps en guerre. Et voilà qu'on termine. On a commencé avec Greta de parler de comment osez-vous, comment vous n'avez pas honte, climat. Et maintenant, tout le monde va s'armer. Et si autrefois, en Union soviétique, on pouvait parler d'armement comme un progrès technique, par exemple le nucléaire, c'était les physiciens, en créant des armes, ont parallèlement fait des choses pour le bien des gens. Aujourd'hui, on parle des obus et des balles. On est vraiment devenus des tribaux. La guerre est la plus banale qu'on puisse imaginer. On revient aux chars et on aurait cru que c'était terminé. Qu'en pensez-vous de tout ça du haut de vos 25 ans? Alors dans ce cas, on va plutôt invoquer l'histoire et se mettre sur les épaules des géants, selon la formule consacrée. Je pense que le comparatif avec le 19e et le 20e siècle est justement le bon, parce que s'il fallait résumer le 20e siècle, est-ce qu'on va plutôt retenir la photo du premier homme sur la Lune ou celle du champignon atomique? Est-ce qu'on va retenir des jeunes de mon âge au concert Woodstock ou Live Aid, ou des jeunes de mon âge qui se font massacrer dans les tranchées? On ne saurait pas répondre si le 20e siècle, c'est le paroxysme de l'horreur absolue, avec l'absurdité tragique de la Shoah, ou si c'est les grands progrès sociétaux et technologiques. Et même chose évidemment pour le 19e siècle, est-ce qu'on va retenir plutôt les impressionnistes ou le monde de Zola avec des gars de encore moins que mon âge qui ont le visage noir dessus? Moi je pense que non seulement évidemment on va devoir faire les deux, parce que des jeunes de mon âge justement, plutôt à Paris pour le coup, c'est un certain milieu, vont se demander pourquoi est-ce qu'on investit dans les chars et les obus alors que la planète brûle, et que how dare you, comme disait Loretta. Malheureusement on va devoir faire les deux en 2 temps, parce que je pense que on va devoir utiliser ces armes, pas de notre volonté, mais de celle de la Chine, de la Russie ou d'autres acteurs, avant 2050, qui est censé être l'horizon où on aura réussi la transition climatique, la transition écologique, etc., pour sauver la planète. On va devoir mener les deux de front, donc bien malin, qui pourra dire si le 21e siècle aura été plutôt celui de conflits majeurs, ou plutôt celui de comment l'humanité aura réussi non seulement à sortir gagnante de la révolution technologique, et plus encore à réussir la transition climatique en limitant les dégâts. Pour citer un philosophe marxiste, Antonio Gramsci, le pessimisme de la connaissance n'empêche pas l'optimisme de la volonté. Donc moi je demeure quand même optimiste sur notre capacité non seulement à sortir gagnant de ce nouveau combat qu'il va y avoir pour les démocraties libérales, à sortir gagnant de la révolution technologique. Après tout, on a surmonté les craintes qu'on avait dans les premières révolutions industrielles, et on en est sorti gagnant avec des progrès pour l'humanité. Et je suis raisonnablement optimiste sur le climat, c'est-à-dire que, bon, moi je ne crois pas à l'apocalypse climatique. On va quand même évidemment en souffrir, mais je pense que ce sont non pas les seules solutions technologiques, mais certaines solutions technologiques qui seront à notre portée à l'horizon de quelques décennies, qui vont nous permettre de réussir à la fois le triomphe des démocraties libérales dans les confrontations qui s'annoncent et mener de front la transition écologique. Est-ce que pour défendre les valeurs libérales démocratiques, vous êtes capable d'aller au front? Si demain les Russes arrivent ici, enfin je ne sais pas, vous allez au front ou vous allez déserter? La première fois où j'ai eu envie vraiment de m'engager, moi c'était juste après le Bataclan. Toute notre génération, ça a été évidemment un choc. Et en plus, l'ennemi était déjà sur notre sol. Voire, il partageait le même état civil que nous, à défaut d'avoir les mêmes valeurs. Donc, ça peut paraître présomptueux de dire oui, j'irai me battre, etc., alors que je ne suis pas allé me battre en Ukraine. Mais tout à fait, parce que
comment dire, les Américains parlent de epoch defining pour parler de la génération qui a versé son sang sur les plages de Normandie. Je pense que, enfin, j'espère qu'il n'y aura pas des jeunes de mon âge français qui vont devoir refaire les sacrifices qu'ont fait leurs aînés. Mais j'oublie pas non plus que ce soit les batailles de Valmy ou de Verdun, ce sont les plus jeunes générations qui... je pense pas que le soldat sous l'Arc de Triomphe ait un âge particulièrement avancé. Et à mon avis, ça peut recommencer à notre époque. Et vous pensez que les gens vont aller défendre la patrie? Contrairement à ce Ça a encore un sens? Oui, je pense que alors les jeunes mourront pas forcément pour la France que j'évoquais, celle de Valmy, de Bouvines, de la tranchée des baïonnettes à Verdun, mais ils vont mourir pour... ils pourraient mourir plutôt pour un mode de vie, pour pas des valeurs désincarnées, mais des choses qui leur parlent, et plus encore pour leurs proches. Les Ukrainiens, ils meurent pas forcément pour la grande idée de l'Ukraine, ils meurent aussi pour leurs amis, pour leur village, pour leurs semblables. J'avais fait, et j'en arrête là, sinon je vais faire une digression, mais j'avais travaillé quand j'étais à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, sur des choses liées aux classes de défense, et notamment la manière dont des jeunes collégiens, voire jeunes lycéens, voient par exemple le service national universel. Eh bien je pense que peut-être du fait du Bataclan, des grands conflits qui reviennent, il y a une vraie prise de conscience, et je pense qu'il y aurait davantage de jeunes aujourd'hui prêts à se battre pour la France, quelles que soient leurs origines, leur milieu d'origine, que ça aurait été le cas à l'époque de la mondialisation heureuse des années 90. Moi, je suis partagée parce qu'un des grands chocs que j'ai eu dans ma vie, c'est quand j'ai vu les photos de famille de mon époux et j'ai vu que sa mère, en 41, faisait des rondes dans une forêt. Et je sais que pour nous, les Russes, 41, c'était fini. Et du coup, je me suis dit, si je vais avoir un fils, si jamais il y a la guerre, bien sûr qu'il va déserter et je vais tout faire pour qu'il déserte parce que combattre n'a aucun sens. Mourir pour quoi que ce soit n'a aucun sens. J'avoue que mourir pour une terre dans un monde où il n'y a plus de frontières, normalement, c'est un non-sens. De la même façon que je trouve que faire des Jeux Olympiques aujourd'hui et dire que tel ou tel sportif va faire des championnats sous tel ou tel drapeau n'a plus aucun sens. Mais bref, je sais pas. Okay. Je vous souhaite pas. Hein. Alors, en tout cas. Bon, merci beaucoup. Et merci à vous. Merci.